c'est la première chose, c'est surtout déjà, avant de dépasser, d'atteindre ses limites. Ça veut dire se fixer des objectifs atteignables, partir sur des choses qui peuvent être par le travail jouables, atteignables, et pas viser pas viser des choses trop hautes. Prendre le temps et surtout croire en ce qu'il fait. Bonjour à tous, ici Renan Bronchard sur la clé du succès. Alors, il y a des choses qu'on pense inaccessibles. Alors, battre un record du monde à presque 40 ans, gagner 8 médailles olympiques, être 12 fois champion du monde, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner, ou devenir la première femme championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année. Eh bien, il y a des personnes qui y sont parvenues. Et le but du podcast est de décrypter les clés de leur réussite pour vous inspirer, vous aider à casser vos barrières, vous accompagner dans vos objectifs, connaître en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès ou tout simplement vous permettre d'en savoir un peu plus sur eux. Alors je vous propose 3 formats sur le podcast. Celui d'origine pour discuter avec les personnalités qui entourent les athlètes. Entraîneurs, mentors, kinés, préparateurs mentaux, sportifs, nutritionnistes qui dans l'ombre font briller les sportifs que nous connaissons tous. Ensuite, les portraits d'athlètes où on partira à la rencontre des sportifs à succès qui s'entraînent dur et qui relèvent chaque jour des défis de plus en plus grands. Enfin, le dernier format reconversion où on parlera avec d'anciens athlètes de haut niveau qui nous ont marqués et qui sont passés à autre chose. On retracera leur parcours et surtout, on découvrira comment et dans quoi ils se sont reconvertis. Alors, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être au courant du nouvel épisode qui sort toutes les 2 semaines, le mercredi matin. Et une dernière chose, vous êtes très très nombreux à écouter le podcast, mais peu à en parler autour de vous. Donc la première chose, si vous avez un iPhone ou un Mac à portée de main, allez maintenant mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire gentil. Ça vous prend même pas 1 minute, top chrono à partir de maintenant. Mais ça m'aide beaucoup pour convaincre de nouveaux invités à venir sur le podcast et vous proposer un contenu toujours au top. La seconde, parlez du podcast sur les réseaux, je vous repartagerai, ou parlez-en à au moins 3 personnes autour de vous. Ils seront contents de découvrir un nouveau podcast qui vous a plu. Allez, je vous souhaite une très très bonne écoute et j'espère que ces échanges vous inspireront autant qu'ils m'ont inspiré à les enregistrer. Hello Nicolas, bienvenue sur le podcast. Salut, merci de m'inviter. C'est avec grand plaisir. Alors Nicolas Archot, si t'es d'accord, je vais commencer par essayer de te présenter brièvement et puis après on commencera à discuter ensemble. Allez, go. Alors Nicolas Archot, tu es le coach du groupe olympique de BMX. Tu es également préparateur physique et préparateur mental. Alors le coaching, tu le commences très tôt, dès tes 16 ans, d'après ce que j'ai lu, tu me diras si c'est vrai. Tu passes les brevets fédéraux, puis licence de STAPS, un diplôme d'État, puis ton DU de préparateur physique. Alors on t'appelle pour coacher dans le groupe olympique dès 2017. Et tu continues à entraîner au club de Gerza en Auvergne. Alors sur le plan physique, tu accompagnes aussi des athlètes en VTT de descente comme Loïc Bruni et Myriam Nicole. Alors tu fais aussi avec ces sportifs de haut niveau un travail de préparateur mental et ça marche hyper bien parce que depuis votre collaboration, Loïc Bruni, triple champion du monde, vainqueur de la Coupe du Monde en 2019, 6 victoires en Coupe du Monde. Et pour Myriam Nicole, c'est championne du monde en 2019 après un retour de blessure et 2 victoires en Coupe du Monde. C'est hyper impressionnant. Alors avant d'en savoir un peu plus sur toutes tes expertises, j'ai vu que tu avais commencé par être pilote élite toi-même. Est-ce que tu peux me raconter cette expérience et comment s'est passée ta transition de pilote vers coach? Ouais, bien sûr. Juste avant de développer ça, je voudrais revenir sur un point que tu as précisé dans la présentation. Pas de Au niveau de souci. la préparation mentale, je suis pas préparateur mental. Je suis actuellement en formation de préparation mentale. Mais Loïc et Myriam ont leur préparateur mental qui s'appelle Philippe Angel, avec qui ils travaillent. Et moi, je suis actuellement en formation avec lui aussi. On a régulièrement des échanges ensemble. On se voit par exemple toutes les semaines pour parler de nos athlètes et d'échanger avec eux. Mais voilà, le gros de la prep mentale, c'est pas, moi, je suis pas leur préparateur Ok. mental. Toi, tu les accompagnes plus sur la partie physique. Physique, Ok.
je les accompagne plus sur la partie physique et bon, bah, comme je me forme en préparation mentale aussi, et ben, je m'aide d'outils, de certains outils de la préparation mentale pour, souvent apporter certaines choses, ou avoir un certain discours sur les compétitions et sur des choses où on cherche des solutions, par exemple. Mais je répète, je suis pas aujourd'hui leur préparateur mental. Ouais, alors désolé pour Philippe Angel du coup. Je veux pas remettre son travail Non, en mais question, mais du coup, OK. Bon, bah, du coup, on refera une interview quand tu auras fini ta formation pour parler plus j'espère. de la de la préparation mentale et du coup, alors, tu as été pilote élite, je reviens à la Ouais. question. Est-ce que tu peux me raconter cette expérience et quand est-ce que tu as voulu passer cette transition? Quand est-ce que tu as passé cette transition de pilote vers coach? Et ben ouais, j'ai été pilote élite pendant 10 années, plus de 10 années. Et ben par mes études, donc comme tu as dit en intro, j'ai fait une licence STAPS dans le nord de la France. Je suis originaire du Nord. Et donc j'ai passé mon CAPEPS. Et la même année où j'ai passé le CAPEPS, il y avait une annonce d'entraîneur BMX, un poste en Auvergne, où j'ai postulé. Et j'ai été pris et c'est comme ça que j'ai commencé un peu, vraiment à rentrer dans l'entraînement un peu plus poussé puisque j'entraînais déjà, enfin j'aidais dans les clubs, j'accompagnais, des petits pilotes dans les clubs quand j'étais jeune, dès l'âge de 16 ans. Donc j'ai toujours eu un peu cette fibre, je pense, d'accompagner, de transmettre quelque chose aux autres. Et donc je suis arrivé en Auvergne. J'ai commencé avec le club, de Landes, où on a monté une équipe de division nationale. Et au sein de cette équipe, il y avait des pilotes élites dont j'étais en charge sur leur préparation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et qui me passionne encore aujourd'hui. Et du coup, bah, j'ai décidé de retourner un peu faire des études et de retourner à la fac, pour passer un DU de préparateur physique et préparer un mémoire. Et voilà un peu comment je suis entré dans l'entraînement de haut niveau avec le premier pilote, qui est venu me rejoindre, vraiment haut niveau, un pilote haut niveau qui est Hamidou Mir, qui a participé aux Jeux olympiques de Rio et qui était à l'époque au Creps de Bourges. Et bon, il voulait autre chose, il voulait une autre structure, une autre méthode d'entraînement, enfin, il cherchait autre chose. Et du coup, il m'a contacté. C'est comme ça que qu'on a commencé, que j'ai eu les premiers résultats, enfin, avec un pilote à haut niveau en BMX. Ouais, c'est là où tu as mis le 1 pas dans le très haut niveau. Mais du coup, Ouais, à ce moment-là, quand tu commences, tu es toujours pilote, toi? ouais. Quand je commence avec Amidou, je suis toujours pilote. Bon, je suis un peu en semi-retraite, on va dire, puisque je Ouais. commence à rouler en Élite 2 en France, donc à l'époque, il y avait Élite 1, Élite 2. Donc moi, j'étais redescendu en Élite 2 pour pouvoir aussi rouler en master au championnat du monde. Donc voilà, je voulais terminer une année là-dessus, en fait, faire participer au championnat du monde en master, qui est réservé aux plus de 30 ans et aux pilotes qui ont été élites avant. Mmh. Et donc, ouais, je roulais encore, mais j'étais en semi-retraite. Et bon, l'avantage, c'est que je lui servais, entre guillemets, un peu de sparring partner pour pas qu'il soit seul aussi à l'entraînement. Ouais, ça, c'est cool et puis j'imagine que c'est important, bah, alors avec beaucoup de coachs que j'ai eu au micro, pas la plupart, mais oui, la plupart et à 80 des coachs qui ont été aussi sportifs de haut niveau avant et je pense que ça aide et puis, comme tu dis, il y a ce rôle de sparring partner, mais il y a aussi, ça aide dans le côté, bah, je l'ai déjà vécu, donc je sais par quoi on passe, par quoi, je veux dire même, bon, comme tu le dis, tu pas encore, préparateur mental, mais même psychologiquement, ça aide quand un entraîneur, bah, sait par quoi on passe, par quelles étapes on passe pour s'entraîner, par quelles étapes on passe, en compétition, en entraînement et ça, je pense que c'est important, non? Bah, j'ai envie de dire, ouais, non, c'est important si ça reste de l'humain et ça reste des pilotes spécifiques.
et chacun a sa façon de voir la chose, de sentir les choses et je pense que la grosse erreur, ce serait justement de faire, ce qui me paraissait, par exemple, facile, peut être difficile pour un autre et à l'inverse, ce qui peut être, voilà, difficile peut être facile pour moi. C'est où donc c'est, ouais, c'est bien d'avoir vécu les choses, d'avoir senti, mais après, en tout cas, selon moi, je un bon pilote n'est pas forcément un bon entraîneur et on peut être un bon entraîneur, sans avoir, fait, des performances, dans sa jeunesse, des performances folles. Donc, non, ce qu'il faut surtout, c'est prendre, bien les spécificités de la personne qu'on a en face de nous, les caractéristiques et puis faire avec ça, quoi. Et pas se dire, «Ouais, ben, moi, c'était comme ça et du coup, bah, ça va être comme ça». Non, ça enfin, Ouais, il faut pas essayer de retranscrire ce qu'on a eu parce que comme tu dis, en fait, chacun a sa personnalité, chacun a ses façons de fonctionner et il faut essayer plutôt de s'adapter à l'athlète, quoi. ouais, exactement et puis, chacun ses goûts aussi donc il y a des choses que peut-être que moi j'aimais faire et que d'autres aiment pas et puis, des choses qui vont pas non plus du tout fonctionner, pour certains à l'approche d'une compétition, par exemple. Ouais, Où complètement. ils ont besoin de s'entraîner jusqu'au jour J et d'autres, la semaine de course à l'inverse, ils ont besoin de souffler, de faire du jus et c'est ça qui va les mettre, c'est ça qui va les mettre bien quoi et ça reste propre quand même aux sportifs. Ouais, ouais. Alors justement, est-ce que tu peux me parler un peu plus du BMX? Parce que je l'ai abordé. Alors il y en a beaucoup qui le connaissent. Alors je suis désolé, moi aussi, avant de préparer cette interview, même bon, j'avais vu au JO, ça m'avait un peu plus élevé dans ma connaissance du BMX, mais il y en a beaucoup qui le connaissent pour le skatepark, surtout. Moi, quand j'étais petit, je le connaissais surtout pour le skatepark. Mais pas trop pour les épreuves olympiques, justement. En quoi ça consiste, justement, ce sport, le sport de compétition du BMX? Et comment on gagne une épreuve, quelles sont les forces du sport? Est-ce que tu peux me parler un peu du BMX, quoi? Ouais et bah, c'est un sport qui est apparu aux Jeux donc, aux 1 Jeux à Pékin. Donc c'est la première fois que c'est apparu, aux Jeux olympiques, c'était à Pékin. C'est une course, c'est un sprint qui dure en moyenne, entre 30 et 40 secondes. Donc on est à 8. Donc il y a 8 pilotes derrière une grille de départ qui vont s'élancer et sur un parcours où on va retrouver des différents obstacles là, qu'il va falloir franchir avec différentes techniques et avec un départ, pour le format olympique, qui est situé à 8 mètres de haut. Donc on part de 0 km/h, on atteint à peu près les 50 km/h, enfin les pilotes atteignent à peu près les 50 km/h en bas de la butte de départ, jusque la première bosse, donc à peu près en 2 secondes et demie. Donc bah, ça demande des qualités, explosives, des qualités de force, mais également, comme c'est un sprint sur, entre 30 et 40 secondes, ça va faire aussi un appel aux différents systèmes, énergétiques, donc notamment le lactique, le système aérobie, puisque, c'est des efforts qu'on doit répéter dans la journée. Donc en moyenne, il y a 7 fois répété si on arrive, ouais, à aller au bout de la compétition, donc aller, jusqu'en finale. On a à peu près, 7 tours à faire dans la journée. Donc 7 efforts, de 40 secondes à répéter dans une journée. Voilà pourquoi aussi ça demande, de bonnes qualités aérobie pour pouvoir être, performant du début à la fin, du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Ah ouais, c'est comme tu dis, c'est hyper explosif et puis hyper intense, quoi. Je me rendais pas compte que c'était en 40 secondes et puis surtout que la vitesse de 50 km/h, elle s'atteignait en 2 secondes. Mmh. Ouais, c'est assez impressionnant. Et alors du coup, en 2017, comme je disais, on te donne les rênes de l'équipe olympique de BMX. Est-ce que tu t'es, fixé ou est-ce qu'on t'a fixé des objectifs quand on t'a donné les rênes notamment pour les JO, je pense aux objectifs, mais bon, il y a d'autres compétitions. Mais est-ce que tu as eu des objectifs? Est-ce que toi, tu t'en es fixé? Bah, oui, 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 c'est sûr qu'il y en a les objectifs, ça reste les Jeux olympiques.
puisque ça reste quand même l'événement qui est le plus important en termes de médiatisation. Après, voilà, pour faire vivre la discipline, pour faire connaître la discipline, et c'est aussi pour ça que la Fédé nous soutient grâce aux Jeux Olympiques. Après, eux, pour les pilotes, voilà, chaque année, ils ont des championnats du monde, ils ont un circuit Coupe du Monde, et, et ça, c'est aussi important pour eux. Donc, il y a les objectifs qu'on va fixer avec les pilotes, et aussi l'objectif olympique qui reste la cerise sur le gâteau. Donc, bon, après, pour qualifier la nation aux Jeux Olympiques, ça passe par les Coupes du Monde. Donc, chaque étape reste importante sur une préparation olympique. Ouais, ouais, complètement. Mais alors, toi, est-ce que tu t'es fixé des objectifs de médaille, justement aux JO? Est-ce que tu en as? Est-ce que tu penses qu'il y a des potentiels pour des médailles, dans l'équipe de France en BMX sur les jeux qui arrivent, par exemple à Tokyo? Eh ben, oui, on va pas se mentir. C'est vrai qu'on a des objectifs de médaille. La France, elle est actuellement la première nation au classement UCI. Donc, si c'est la première nation, c'est qu'on a des bons pilotes, tant chez les garçons que chez les filles. Les filles, les filles ont un bon groupe aussi, avec de bonnes athlètes aussi dans le groupe. Donc, on espère des médailles. Après moi, perso, ce que j'espère surtout, c'est qu'ils repartent de là-bas sans regret et qu'ils se soient régalés. Et puis voilà, après, de toute façon, c'est eux qui sont sur le vélo et surtout, ouais, qu'ils repartent de là-bas sans regret et qu'ils vivent la chose à fond. Ouais, mais c'est bien que tu le vois comme ça parce on pourrait souvent penser que justement, au haut niveau, on a envie d'avoir que de la médaille, mais tu as raison, le sport avant tout, c'est aussi de se régaler, j'imagine, et alors qui plus est sur le BMX, sur son vélo, du coup. Je savais pas que la France, c'était, la plus grande nation. Du coup, j'allais te poser une question, c'était quelles sont les plus grandes nations en BMX? J'avais vu qu'il y avait aussi dans les premiers JO, il y avait, la Colombie, la Lettonie aussi. Est-ce que c'est toujours le cas? Les USA, bien sûr. Est-ce que, il y a d'autres nations qui émergent? C'est quoi les Eh grandes ben, nations, quoi? aujourd'hui, les grandes nations, ça reste la France, les Hollandais, tant chez les garçons que chez les filles, les Américains. Ouais. Et après, derrière, on a d'autres nations un peu moins volumineuses, mais aussi qualitatives, comme la Suisse, comme la Colombie, comme tu l'as dit. Donc voilà quoi. Il y a, c'est vrai il y a de bonnes nations. Ça travaille dur dans les pays, justement pour aller. Enfin, chaque pays, je pense, travaille pour les Jeux Olympiques. Et donc ça bosse. Ouais, et alors, tout à l'heure, tu as parlé de visibilité. Alors justement, les JO, ça apporte une visibilité énorme. Comme tu dis, depuis Ouais. Pékin, du coup, ça a dû apporter une visibilité énorme. Est-ce que tu le ressens au niveau des budgets, des structures? Est-ce que tu sens que, bah, il y a de plus en plus un intérêt pour le sport et qui devient de plus en plus, même si est-ce que déjà il est professionnel pour tous les athlètes? Est-ce que les athlètes peuvent en vivre? Et est-ce que tu sens qu'il devient de plus en plus professionnel? Et ben, après Pékin, j'ai envie de dire que oui, pour les structures, on a senti, il y a un nombre de licenciés qui a augmenté, notamment, par les 2 médailles qu'on a eues chez les filles avec Anne-Caroline Chausson et puis, Laetitia Le Gorghier qui a terminé deuxième et Anne Caro qui a gagné, donc qui a été championne olympique. Chez les garçons, on a eu un finaliste avec Damien Godet, et c'est vrai qu'après ces jeux, dans les clubs, à la rentrée, il y a une augmentation de licenciés. Après, professionnellement parlant, aujourd'hui, on commence à avoir quelques 5-6 athlètes français, dont un vit aux États-Unis, qui commencent à en vivre, qui sont aidés, qui ont des contrats avec l'armée, par exemple, donc obtenus avec le soutien de la Fédé. Et du coup, bah, c'est quelque chose de super, c'est quelque chose de super pour les athlètes, car la discipline
est peu médiatisé. Donc, peu médiatisé, peu de ressources, peu de revenus. Donc c'est un peu le système débrouille pour les pilotes qui s'entraînent, comme d'autres sportifs, hein, à peu près en moyenne, on va dire, 20 heures par semaine. Donc c'est un vrai job, ça demande des temps de récupération. Enfin, c'est vraiment leur boulot. Donc aujourd'hui, par les contrats armés, voilà, ça permet de les soulager et du coup de pouvoir s'entraîner sereinement, on va dire. Ouais, Mais OK. ils sont de l'ordre, ça reste très minime, hein, en France, hein, ils sont de l'ordre de 4-5 pilotes. Ouais. Bah, alors on espère qu'avec, les prochains JO et puis que le BMX soit de plus en plus, médiatisé et qu'il y ait de plus en plus de pilotes. Parce que c'est vrai que ça doit être difficile pour les athlètes justement, on a envie d'être une grande nation, mais si derrière on n'a pas de moyens et que derrière il y a pas d'argent, c'est difficile comme tu dis quand on a besoin d'avoir 20 heures par semaine à temps plein, bah, c'est difficile si on peut pas en vivre, quoi. Hem, alors dans cette équipe, dans ce groupe de France, tu gères aussi l'aspect physique comme on l'a évoqué. C'est quoi une prépa physique d'un pilote de BMX? Alors, tu as dit, il faut de l'explosivité, comme tu en as parlé. J'imagine que c'est différent. J'ai parlé sur le podcast avec Florian Rousseau et Benoît Vétu. Eux, ils sont spécialistes de pistes de vélo sur piste, mais ça doit être intéressant. Et ça doit être un autre travail de jambes. Ça doit être beaucoup. Est-ce que c'est autant de musculation, d'amplitude que sur la piste? Comment ça se passe? Et bah, tu vois, justement, j'allais te faire le comparo un peu avec la piste. C'est beaucoup d'heures en salle de musculation. C'est des sprints sur le vélo, des sprints qui peuvent être variés. Ça peut être des sprints en force, ça peut être des sprints en survitesse, ça peut être de la vélocité. Donc on peut jouer sur les braquets, on peut jouer sur le terrain où on fait l'effort, soit en pente très raide, soit de la descente. Après, enfin voilà, ça reste une grande variation de sprint, beaucoup de temps passé en salle de musculation. En fonction des périodes, ça peut aller de 3 à 4 fois par semaine. Minimum, on va dire, si on prend une moyenne sur toute une année, c'est 2 fois semaine, les séances de sprint, plus le temps passé sur le vélo, sur la piste, puisqu'il y a quand même un point que j'ai pas donné tout à l'heure, c'est la partie technique en fait sur la piste. Parce si on prend un pistard, voilà, c'est des gens qui accélèrent très fort, qui ont des grandes qualités de sprint, mais malheureusement, par leur technique sur une piste de BMX, ils sont pas capables de rouler vite, ce qui est normal vu qu'ils ont pas la technique de franchissement des obstacles. Donc il y a aussi toute une partie technique à pas oublier à travailler quand on est pilote de BMX. Alors et justement ça tu le travailles comment? Parce que, alors moi je vois alors j'ai comparé un petit peu dans ma tête juste quand on a parlé de parcours, mais au ski de boss, tu vois? Où j'ai parlé avec Ludovic Didier qui est spécialiste de ski de boss et qui est entraîneur de l'équipe de Ouais. France de ski de boss et il y a beaucoup d'entraînements, je le suis, je suis ses vidéos, il y a beaucoup d'entraînements en salle de gym, on va dire avec de la mousse, on peut tomber sur de la mousse, des choses comme ça. Est-ce qu'en vélo, parce que j'imagine que tu peux tomber souvent aussi quand tu franchis des obstacles, est-ce qu'il y a une façon justement de s'entraîner pour, est-ce que dans je sais pas, des salles qui sont configurées exprès pour pouvoir tomber, pour pouvoir s'entraîner et tester de nouvelles techniques pour éviter des obstacles? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ou est-ce que tout simplement, s'il tombe, il tombe, il se gamelle et Eh puis ça fait ben, mal, quoi? c'est rigolo parce que c'est la deuxième fois qu'on me dit ça en quelques années là, vous les apprenez à chuter, mais en fait non, enfin on les apprend surtout à ne pas tomber. Ouais. C'est surtout dans ce sens-là qu'on s'entraîne, c'est justement pour éviter au maximum la chute et d'avoir le plus de maîtrise possible. Donc non, on n'a pas de salle appropriée pour apprendre la chute. Mais plutôt on renforce la technique et la confiance sur le vélo et on les met dans toutes les situations possibles et imaginables pour justement éviter la chute et pouvoir anticiper certaines choses au cas où ça devrait arriver.
tu dois t'entraîner à, tu dois t'entraîner à pas chuter, mais des athlètes quand ils sont jeunes, alors là je prends beaucoup plus jeunes, bah, j'allais dire c'est pas ce dont tu t'occupes, mais si tu t'en occupes à Gerza justement, j'ai vu que tu t'occupais aussi des jeunes, mais justement Ouais. quand tu sais pas franchir des gros obstacles, quand tu franchis de plus en plus des obstacles de plus en plus grands, comment t'apprends concrètement dans le détail, comment t'apprends à pas chuter? Parce que quand tu commences pour la première fois, tu peur, je veux dire c'est plus de risque de chuter, quoi. Et ben, tout simplement en allant du plus en plus petit au plus en plus gros. Donc OK. il y a des obstacles, on fait des obstacles adaptés aussi pour les petits. Donc on a des outils pédagogiques pour bah, pouvoir les amener voilà, à franchir différents paliers, à franchir différents obstacles et après en grandissant que ça devienne naturel. Ouais, OK. OK. Moi, ça me paraît tellement ça me paraît ça me met parce qu'en même temps, j'ai pas commencé, petit, mais ça me paraît tellement, insurmontable quand je vois ces obstacles qui franchissent, les pilotes. Hem, Et ben écoute, ce que je te propose, c'est que je peux t'inviter sur une séance et on peut faire une initiation, hein. ah bah, avec grand, grand plaisir. En plus, on a de la famille en Auvergne, donc du coup, avec grand plaisir, on passera à Ah Gerza. bah parfait. Ah, ça sera un défi pour moi. Hem, Tu t'occupes aussi de grands athlètes en VTT de descente. On en a parlé, donc de Myriam Nicole et Loïc Bruni. Comment elle s'est fait la connexion pour toi entre le BMX et le VTT? Est-ce qu'ils sont venus te chercher? Tu es allé vers eux? Comment ça s'est passé? Et ben le premier qui m'a contacté, c'est Loïc Bruni. Et en fait, il m'a contacté par l'intermédiaire de Sylvain André, donc un pilote de BMX qui est en équipe de France. Bah, via eux se sont contactés via les réseaux sociaux. En fait, il lui a demandé un peu qui j'étais et il s'est renseigné comme ça. Et du coup, bon, après, on s'est téléphoné. Et donc, moi, ce que je lui ai proposé, c'est donc, bah, comme bon, j'avais déjà fait un peu de descente plus jeune, voilà, pendant la saison off du BMX pour faire d'autres activités. Donc je connaissais la discipline, je la suivais. Et donc ce que je lui ai proposé, c'est d'aller le voir sur une Coupe du Monde. Donc la première Coupe du Monde où je suis allé, c'était en Andorre. Où là, en fait, je lui ai dit, bah écoute, c'est simple, je regarde, j'observe, et, et à la fin, bah, tout simplement, je vais te dire si je me sens utile, si je peux t'apporter quelque chose ou si bah, je me sens utile tout simplement, si c'est quelque chose dont je me dis, bon, bah ouais, là, il y a peut-être des choses à faire, ou alors tout simplement, voilà, je te dirais, bah écoute, non, c'est pas du tout mon délire, et puis, enfin, je vois pas ce que je peux t'apporter, c'est pas mon milieu, du coup, bah écoute, j'ai rien, clairement, je te le dirai, quoi. Et donc voilà comment s'est fait la rencontre. Donc je suis allé à cette course et puis donc je l'ai observé sur la journée, un peu de loin. J'ai regardé l'effort, ce qui se faisait sur la piste, donc bah, les différents passages, le temps d'effort, du départ jusqu'à l'arrivée, la technique sur le vélo. Et puis voilà, puis on en a tiré la conclusion ensemble que bah oui, effectivement, enfin moi en tout cas, je me suis senti apte, si je peux utiliser ce mot, à m'occuper d'un pilote de descente et de lui faire sa préparation physique. Donc voilà comment je suis arrivé un peu dans le milieu de l'ADH. Et puis après Loïc, et ben, ça a été Myriam qui m'a contacté. Hem, voilà mes débuts dans la Ça t'a descente. ça t'a pas fait un peu peur au début, justement, de te dire, même si tu connaissais un peu les disciplines et à partir du moment où tu as dit: «Bah, je suis apte», bah, j'imagine que c'est que tu dans ta tête, tu étais apte, mais tu pas eu un petit peu peur de, je sais pas, tu sais, d'arriver dans un milieu où tu as eu déjà des résultats en BMX et te dire: «Bon, bah, je vais me planter et tout le monde va me regarder, beaucoup plus parce que je viens pas de ce milieu». Est-ce que justement on t'a regardé beaucoup plus? Est-ce qu'on t'a observé? Est-ce que, tu vois, tu sentais qu'il y avait tous les regards un peu sur toi quand tu as commencé à entraîner dans le milieu? Quand je suis arrivé dans le milieu, on m'a dit: «Waouh, tu vas rentrer dans l'équipe Specialized».
waouh, c'est vraiment une grosse structure. Mais bon, voilà, je m'imaginais pas du tout, c'était, comment était le team. Et c'est vrai que c'est vraiment un team, pro et pro quoi, voilà. J'utiliserai ce terme dans tous les sens du terme. Après, ouais, j'ai eu peur, mais pas peur du regard des autres parce que bon, bah, il y a personne qui me connaissait. Donc à la limite, j'ai envie de te dire, c'était bien plus facile, quoi. Et ce qui était encore mieux parce que quand j'allais sur les pistes la première année pendant les essais, comme on me connaissait pas, et bah, du coup, on se méfiait pas de moi et puis, j'arrivais à tout voir de tout le monde, quoi. Maintenant, comme je suis un peu plus connu, c'est vrai que c'est sur les pistes pendant les essais, quand on passe devant moi, on cache peut-être certains passages, ce qui est normal et tant mieux, hein. Donc j'ai envie de dire que, bah, ouais, étant donné que j'étais pas connu, c'était assez facile. Après, peur des autres, du regard des autres, non. Mais peur, oui, peur, mais j'ai toujours peur. C'est Ça me fait pas peur d'avoir peur, en fait. C'est la peur, ça me permet justement, pour moi de mettre des choses en place et de pas faire n'importe quoi. Donc, comme un athlète quand il me dit: «Ouais, j'ai peur de faire ça», et ben, je me dis: «Bon, intérieurement, tant mieux, au moins il va pas partir à l'aveugle et on va mettre des choses en place pour, bah, peut-être éviter la blessure, voilà, qui aurait pu arriver en n'ayant pas peur justement d'arriver foncer, tête baissée» entre guillemets et puis, voilà et puis, aller au crash et puis se faire mal, quoi. Donc, Ouais, c'est ouais, un petit peu peur, mais, voilà, derrière je mets des choses en place donc ça me va bien. ouais, c'est une bonne peur, on va dire, parce que qui te Ouais, permet de performer, ensuite, quoi. ouais. Est-ce que tu as justement, tu dis que tu es arrivé dans une grosse structure, tu as vu des gros trucs, dès que tu es arrivé là-dedans, dans ce milieu. Est-ce que tu as voulu, maintenant que tu as connu cette structure, la différence entre la structure du BMX et la structure, VTT de descente, est-ce que tu as voulu importer des choses ou des 2 côtés, hein, je veux dire, importer des choses du BMX pour le VTT et inversement du VTT vers le BMX? Est-ce que ça te sert justement de connaître ces 2 milieux? Et est-ce que tu as pu rassembler des choses, qu'est-ce que tu as mis en lien et qu'est-ce que tu as pu mettre, en lien? Et ben, j'ai envie de dire que du BMX, j'ai apporté bah, le côté entraînement, préparation physique. C'est quand même fou en fait, cette discipline est peu connue, mais dans l'entraînement, bah, il y a beaucoup de clubs en France qui ont un salarié dans le club. Il y a beaucoup de brevets d'État c'est une discipline qui a pas mal d'années d'avance, en tout cas moi je trouve, sur le plan de l'entraînement par rapport à d'autres disciplines qui sont plus professionnelles. Je vais parler par exemple de la moto. En moto, j'ai un pilote je m'occupe de la préparation physique d'un pilote qui fait le Dakar, Adrien Van Beveren. Voilà, bah, c'est très professionnel dans l'encadrement, dans la structure, dans l'encadrement. En entraînement, selon moi, il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a encore pas mal de boulot. Et en VTT, c'était un peu pareil, tout le côté paddock, équipe, euh, pour les pilotes, enfin c'est leur boulot, c'est vraiment leur boulot et ils ont un salaire digne de ce nom et digne des risques qu'ils prennent. Donc tout ce côté-là très professionnel et ben en entraînement aussi, je trouvais qu'il y avait encore des choses à faire. Donc ça se structure bien aussi en descente, puisqu'au bord des pistes, on voit de plus en plus d'entraîneurs. Donc voilà, donc ça se structure aussi bien dans la discipline, mais je vais dire que j'ai apporté ouais, le côté professionnel de l'entraînement du BMX dans les autres disciplines. Et alors, sur le pilote cette fois-ci, est-ce qu'il y en a un qui peut passer à l'autre, et inversement? Est-ce que le pilote de VTT peut passer au BMX et inversement? Est-ce qu'il y a vraiment des similitudes entre les 2? Est-ce que, qu'est-ce qui différencie, tu vois, un bon pilote VTT d'un bon pilote, BMX?
Ouais, il y a tellement de similitudes que les pilotes de VTT, pour la technique, ils font du BMX pendant enfin, c'est dans leur entraînement. Ils ont des séances de BMX. Et, et les pilotes de BMX aussi font de la descente, notamment pour tout ce qui est côté, ça peut leur servir pour les virages. Voilà, franchir des obstacles à haute vitesse. Un peu ce qu'on retrouve en bas d'une butte de départ à 8 mètres quand on est en BMX. Là, on va le retrouver presque tout le long d'une descente avec le VTT. Et aussi, ça permet, comme j'ai dit tout à l'heure, techniquement dans les virages de bien progresser, de bien sentir le grip et de bien sentir ce qui se passe sous les roues, quoi. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant et du coup, j'imagine que des fois, tu peux les faire entraîner ensemble ou pas du tout? Est-ce que des fois, tu as déjà eu des Loïc ou des Myriam qui sont allés s'entraîner avec le groupe France BMX? Ah, avec le groupe France BMX, non, mais j'aimerais bien. Mais par contre, ils se sont déjà entraînés certains pilotes de BMX, ouais, OK, qui sont en équipe de France, mais pas tout le groupe en même temps. Et ouais. je refais le lien tout à l'heure interdiscipline pour parler de la moto aussi. Les pilotes de DH roulent aussi souvent en moto, en enduro ou en motocross. Ouais, c'est Donc hyper c'est alors vraiment. c'est un sport multidisciplinaire, on va dire, parce que du coup, ils peuvent être, à l'aise sur plein de process et plein d'outils Mm. différents, c'est hyper intéressant. Justement, tu as entouré alors, Myriam Nicole, on en a parlé, après sa série de blessures en 2019, donc pour, rappeler, elle a eu fracture de 2 os de la main, entorse, luxation, triple fracture du pied, bon, c'était un gros truc. Elle fait un retour, triomphant, elle remporte, les mondiaux, donc quelques semaines après sa reprise. Comment tu gères un retour justement de blessure si brillamment? C'est quoi tout le processus pour arriver à gagner après une blessure? J'imagine que c'est plusieurs choses, mais c'est si tu peux m'expliquer, si tu as une vue sur ça, sur un retour de blessure, comment on gère ça? Et comment on peut arriver à revenir au si haut niveau quoi? Juste très peu de semaines après le retour de blessure quoi? Bah déjà, je suis agréablement surpris de toute ta connaissance et de tout ton savoir sur les différents athlètes et les disciplines. Bravo, ça fait plaisir. Et ben là, c'est vrai que ça a été un retour. Et ben honnêtement, moi, j'ai jamais vu ça, quoi. Après, faudrait qu'elle soit là, ce serait plus simple. Mais c'est sûr que la blessure au pied, c'était une bonne blessure, une blessure grave. Euh, mais comment on a géré ça? Je suis en train en même temps d'essayer de me remémorer toutes les différentes étapes et toutes les différentes phases qu'il y a eu depuis le jour où elle s'est blessée jusqu'au championnat du monde au Canada. Et ben surtout, j'ai envie de dire, comme le premier point qui me vient en tête, c'est la partie mentale. C'est mentalement, il a fallu être fort. Enfin, elle a dû être, elle a été forte et elle est toujours forte d'ailleurs pour pour garder cet objectif qu'elle a atteint du coup d'être championne du monde. Et donc il y a une première partie où ça a été toute une partie réathlétisation comme pour tout le monde. Donc la réathlétisation, ça s'est fait dans un centre. Donc on avait des échanges sur ce qui se faisait là-bas, sur des séances si on ajoutait des trucs ou si on mettait des choses supplémentaires, en plus de ce qui était proposé dans le centre. Et puis après, on va dire, la deuxième partie, ça a été de remonter sur le vélo et surtout de croire à la participation qui n'était pas gagnée pour les championnats du monde au Canada, de mémoire fin août, début septembre. Donc voilà, donc les premiers pas sur le vélo ont été mi-juillet. Donc forcément, bon, médicalement parlant, c'était presque impossible. Euh, mais bon, Myriam, elle a cru, elle a travaillé.
Après, c'est quelqu'un qui bosse, qui bosse, qui bosse, qui bosse, qui bosse, qui bosse et qui rebosse. Donc, donc voilà où ça l'a amené, hein. Il y a pas de secret. Le travail a fait aussi que le travail a payé. Mais ouais, c'est difficile de. Ouais et puis j'imagine, bah, alors, je sais pas si aussi tu es allé dans cette idée de formation de, préparation mentale aussi, là-dedans? Parce que par rapport à des choses comme ça, parce que j'imagine qu'il y a un travail mental, même si tu dis qu'il y a un travail derrière technique et qu'elle bosse énormément, il y a un travail mental justement pour arriver à bosser, énormément après ces blessures. Il y a un travail mental, j'imagine énorme en fait, pour arriver à se dire, «Je vais y arriver, c'est pas grave, je me suis, fracturé 2 os, j'ai eu une entorse, luxation, des triples fractures, mais je vais y arriver» et dans la tête, comment ça se passe? Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu penses, est-ce que, par rapport à pour avoir parlé avec elle, comment ça se passe dans sa tête? Est-ce que tu l'as vu dans des phases descendantes, montantes? Est-ce que, c'était tout le temps, «Je veux de la gagne, je veux de la gagne, je veux y arriver, je veux y retourner» ou tu as vu vraiment tu vois, des baisses de motifs, des remontées, comment ça se passait psychologiquement, quoi? Eh ben, c'est un peu ça, c'est un peu je veux de la gagne, je veux de la gagne, je veux y arriver et puis des jours, bah, se rendre compte de la réalité de la chose, c'est que, bah, là, le pied il marche pas. Donc quand le pied marche pas, forcément, ça repasse par une phase descendante. Donc il a fallu essayer de gérer et toujours encore essayer de gérer, en fait, le temps de travail avec la douleur pour pouvoir rester performante, pour qu'elle soit performante sur son vélo, quoi. Donc, et ben, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire en préparation physique. Mais voilà, on a essayé de compenser avec d'autres choses et puis de se réinventer et de se dire, bon, bah voilà, on peut pas faire ça, mais on va faire ça, ce qui va amener à la même chose et surtout bah, s'adapter. Voilà, le mot, ça a été ça en fait, c'est s'adapter à la situation du moment pour être optimum face à la situation, quoi. Ouais et puis, pas se reblesser, derrière, justement, pas aller trop fort. Est-ce que justement par rapport à ça, parce que moi je te parle en connaissance pour m'être blessé plusieurs fois et après être, allé je pense que c'est l'erreur de plein de gens d'être allé courir, pas longtemps parce que tu un fan de sport et ça te manque, du coup, dès que tu t'es blessé, tu as envie d'y retourner, mais tu te reblesses derrière. Est-ce que justement toi, c'est ton rôle aussi de limiter. Comment tu fais pour le limiter un athlète? Parce qu'un athlète qui est c'est comme une drogue pour lui, j'imagine, le sport. Et comment tu fais pour limiter ça? Pour limiter, le fait que, bah, dans la préparation physique, elle ne va pas aller trop loin et y aller petit à petit? C'est quoi les étapes que tu mets, les jalons que tu mets en place pour justement, pas, reblesser l'athlète, quoi? Et ben déjà, c'est d'avoir une vision à long terme sur l'objectif. Donc, enfin moi, en tout cas, personnellement, je vais partir de l'objectif et je vais remonter dans l'autre sens quand je me mets devant le calendrier et voir ce qui nous reste, combien de temps il nous reste. Bon là, le cas de Myriam, donc elle avait pas roulé de la saison, donc il a fallu aussi trouver une course avant les championnats du monde. Donc elle a fait une course une semaine avant les championnats du monde, une course sans pression qui s'est bien déroulée, agréablement surpris du résultat. Elle a terminé deuxième derrière une, une autre fille qui était au top pendant la saison, pendant cette saison, assez proche d'elle en plus. Donc, bon, c'est vrai que ça a été une belle surprise. Je vais pas dire que j'y commençais à y croire parce qu'honnêtement, je croyais à la médaille, mais entre médicalement, voilà, les conclusions médicales et puis tout le chemin qui avait été fait pour le pied, c'était déjà miraculeux d'être sur le vélo. Donc, donc on y est allé progressivement
et puis tranquillement pour arriver jusqu'à l'échéance. Mais voilà, de base, en tout cas, c'était bon, c'est une compétitrice, donc forcément, au fond d'elle-même, au fond d'eux, ils veulent gagner et ils y vont aussi pour gagner, pour se faire plaisir. Donc, eh ben, on y est allé, comme je te disais, progressivement. Cette course avant les championnats du monde a donné une bonne lueur d'espoir, selon moi. Et du coup, ben, on est arrivé sur les championnats du monde avec, au final, sans pression, puisque de l'année, on ne l'avait pas vu. Et petit à petit, ça a un peu commencé à s'inverser, puisque bah, le jour de la qualif et le jour du chrono, elle gagne le chrono. Donc, bon, et ben là, ouais, et ben là, je me souviens qu'on a eu une bonne discussion pour savoir ce qu'on allait faire et comment on allait bosser certaines parties de la piste qui pouvaient la gêner pour la compète, quoi. Ouais, c'est, donc c'est par en fait, finalement, c'est par, comme tu dis, c'est par jalons et tu vas au fur et à mesure et tu passes pas des en gros, tu brûles pas les étapes à faire des grosses compétitions dès le Ouais, début, mais tu ouais, commences à faire des petites courses et puis ouais, voilà, exactement. Et puis c'est des sportifs de haut niveau, donc le moindre détail peut faire la différence, quoi. Et j'ai envie de dire que c'est là-dessus que c'est vraiment là-dessus que je fais où je mets un point de vigilance. C'est que un petit coup de tournevis à droite ou un petit coup de tournevis à gauche, ça peut les mettre super bien, comme ça peut les dérégler, comme ça peut tout dérégler. Donc c'est un peu des, si on compare avec la moto, c'est un peu des motos d'usine. Quand ça marche, ça marche, c'est de la bombe, c'est du feu, ça marche super bien. Et à l'inverse, dès qu'il y a un petit grain de sable, ouais, voilà quoi, ça peut vite devenir compliqué. ouais, du coup, il faudra un championnat constructeur aussi pour le vélo. Bah, après, ça reste le mécano dans la discipline, dans la descente, reste une personne primordiale pour la performance, hein. Faut que le vélo marche aussi très bien, hein. Ça reste de la mécanique aussi, hein, un sport mécanique. Ouais, ouais, bah, j'imagine complètement. Hem, c'est le temps passe et j'ai une dernière partie normalement de questions, rapides. Il y a une question, c'est une question, pratique au choix, donc tu peux choisir les 2 ou tu peux en choisir qu'une des 2. Donc les 2 questions, c'est comment faire un bunny up? Alors pour les non aficionados du BMX, donc c'est les si da tu vas me dire si j'ai bien compris, hein, mais les 2 roues en même temps qui sont, quand tu sautes, les 2 roues en même temps qui sont en l'air. Et la deuxième question, c'est des conseils pour ne pas avoir peur de tomber en descente et accélérer. Et ben, le bunny up, on fera une initiation du coup quand on se verra sur la piste. Pour la sécurité, c'est d'abord de lever la roue avant, puis la roue arrière. Puisque lever les deux roues, c'est un peu ce qu'on voit quand on est un peu novice. Et généralement, c'est pour ça qu'on passe par l'avant du vélo. Parce qu'en plus de ça, si on a des pédales automatiques, donc les pédales automatiques, on est attaché au vélo, et ben la facilité, c'est justement de tirer sur les pédales pour lever le vélo. Et donc là, on lève les deux roues en même temps. Mais ça, c'est pas un bunny up. Ça c'est je tire sur les pédales pour décoller, et le risque, c'est que quand je n'ai pas la bonne technique, je fais un saut, ben, ça me fait partir sur l'avant et boum, je passe par l'avant. Le bunny up, le vrai bunny up, c'est je lève d'abord la roue avant, puis après la roue arrière. Donc c'est un temps très bref, hein, c'est pas je reste sur la roue arrière pendant 2 secondes et après je lève. C'est un peu comme si je prends un exemple d'une autre discipline, je vais prendre le skate quand on fait un ollie. Voilà, où on tape la planche derrière, c'est la planche à avant qui se lève en premier, et après, hop, la planche se lève derrière. Et ben en BMX, c'est un peu pareil. C'est un peu le principe d'un ollie, je lève l'avant, puis l'arrière. Donc pour faire ça, on tire en premier sur les bras, et après, avec un mouvement des jambes, on fléchit les jambes pour essayer de remonter la roue arrière.
Donc bon là, je te la fais très courte, mais il y a un tas de petits exos pédagogiques à faire avant d'en arriver là. C'est pas facile un bunny hop, hein. C'est pas Bah, facile. Lever les deux roues, j'imagine. c'est beaucoup plus facile. Là, on se baisse et on se grandit vers le haut tout en tirant sur le guidon et voilà, il y a plus de facilité à lever les deux roues en même temps que faire le vrai bunny hop. Une autre question habituelle, c'est ta routine avant ou après une compétition, un événement important? Si tu avais une routine? Non, j'ai pas de routine particulière. J'essaye surtout de m'assurer d'être en contact assez facilement avec les pilotes, donc par rapport au lieu où on est, regarder un peu les accès, où je peux aller les voir rapidement. Voilà, c'est plus, j'ai envie de dire, c'est plus ça ma routine, de trouver mon endroit optimum et adéquat pour le week-end. Ouais, en fait, c'est trouver toutes les spécificités et tout pour simplifier, en fait, tout le process pendant une compétition et que tout soit simple, le moment venu et quand il faut, aller au contact des athlètes, quoi. Exactement, ouais, je dirais simple, simple et efficace. Ouais, OK, et enfin, ma dernière question habituelle, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se dépasser, un athlète ou une personne, mais plus athlète du coup, qui souhaite se dépasser, repousser ses limites, tu vois, atteindre un objectif au top quoi, comme, gagner une médaille aux JO par exemple? Conseil que je lui donnerais, c'est la première chose, c'est surtout déjà, avant de dépasser, d'atteindre ses limites. Voilà, donc atteindre ses limites, ça veut dire se fixer des objectifs atteignables, partir sur des choses qui peuvent être par le travail, eh ben, jouables, atteignables, et pas viser des choses trop hautes. Prendre le temps, prendre le temps et surtout croire en ce qu'il fait. Ça, je me rends compte que voilà, ça reste un facteur pour atteindre son objectif. C'est vraiment de croire à ce qu'on est en train de faire et bien prendre en compte que chaque individu est différent et ce que fait l'autre ne va pas forcément m'aller, quoi. Du coup, c'est vraiment, croire bah, déjà en ses capacités et croire à surtout comme tu dis, à ce qu'on fait et pas trop regarder en fait ce qui se fait à côté, mais surtout, avoir une ligne directrice et essayer de s'y tenir quoi. Et ben, regardez, moi, voilà, aujourd'hui, avec tous les outils internet et la facilité d'accès sur toutes les choses, malheureusement, regardez, ça fait partie du process. Et voilà, moi, ça m'arrive souvent. Donc, il y a quelques années, je comprenais pas, mais de recevoir des vidéos parce que voilà, ils ont vu une vidéo sur Instagram d'un exercice en musculation et ils me l'envoient. Et au début, je me dis, mais attends, c'est quoi enfin, c'est des choses qu'on fait différemment, mais c'est des choses qu'on fait. Enfin voilà. Donc, regardez, malheureusement, voilà, aujourd'hui, il faut prendre en considération aussi ça, c'est que bah, tout est accessible 10 fois plus rapidement, tout va 10 fois plus vite. Donc il faut prendre aussi ça en compte dans la façon de gérer l'athlète et dans la façon d'entraîner aussi, quoi. Bah, écoute, Nicolas, merci pour tous ces conseils et puis, toute, cette expertise, sur le BMX et sur le VTT de descente. Je te souhaite bon courage pour tous ces objectifs de JO qui arrivent, bientôt là, pour Tokyo et puis, on espère plein de médailles, mais je suis sûr que ça sera le cas. Bah ouais, écoute, bah merci à toi, merci de m'avoir invité. Et puis bah comme je t'ai dit, je t'attends du coup sur la piste, hein. Bah, avec grand, grand plaisir. Bah, quand cette période sera un peu, plus propice, on va dire, à bouger et peut-être après les je sais pas, mais peut-être après les JO, ça sera, j'espère. Et ben ouais, 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 ouais. Et ben, tu vois, c'est rigolo parce qu'à un instant de 54 minutes, du coup, je vois le temps. Et ben j'y pensais plus, je pensais plus à cette période un peu bizarre là, qu'on vit Ah depuis désolé. un an là. Ah non, non, mais c'est très bien, au contraire. Bon, bah, écoute, merci beaucoup et à très bientôt. Salut Nicolas. Salut, bonne journée.
Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu et inspiré autant qu'à moi. Alors je me répète, mais n'hésitez pas surtout à me suivre sur les réseaux, me faire vos commentaires, vos retours et me donner vos idées d'invités pour les prochains. Sur Instagram, 2 comptes à suivre, donc c'est @lcds comme la clé du succès, .podcast.sport et mon compte perso @bronchard_mikhailov. Je suis assez actif aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ensuite, pour convaincre des invités toujours aussi inspirants, j'ai besoin de votre aide pour partager le podcast autour de vous, sur les réseaux sociaux aussi, mettre des notes sur Apple Podcast, vous abonner sur Spotify, plein de choses qui peuvent m'aider et me supporter dans cette aventure du podcast. Enfin, je remercie Salomé Puig et Félix Fatalo qui m'aident pas mal sur le podcast et qui vont permettre à celui-ci d'être écouté de partout. Allez, salut!